Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour. On est de retour pour... D'ailleurs, ce sera le seul débat d'actu de la semaine, parce que demain, on se fera un tour d'horizon Diplo, comme on va essayer d'en faire à peu près toutes les 6 semaines environ, voilà. Tour d'horizon Diplo, donc avec Laurence Daziano et avec Frédéric Ancel. Et puis mercredi, on aura une série d'interviews aussi, comme on le fait régulièrement. Donc, tour d'horizon de l'actualité économique. Tiens, on va démarrer avec une petite surprise. Ne vous attendez pas à ce qu'on démarre avec ça. Moi non plus d'ailleurs, je m'y attendais pas. Ouais, vous allez voir, c'est parti. Donc, on est parti avec Nicolas Duhep. Salut Nicolas, le patron d'Alchimie, avec Stéphane Van Nuffel. Salut Stéphane, netinvestissement.fr, et avec Jean-Charles Simon. Salut Jean-Charles, deux boîtes Jean-Charles, voilà. Station. Non, alors Deep Vest, parce que c'est les ETF là, les fameux ETF. C'est essayer de faire en sorte que les gens investissent sur des produits avec des frais réduits. Voilà. Et pas avec des frais très, très élevés qui enrichissent surtout les gérants plus qu'eux. On en dira un mot, puisque c'est ça, c'est le premier ETF Bitcoin qui va être lancé là aujourd'hui. Enfin, la SEC a donné son accord. La SEC, voilà, c'est ça, la SEC un ETF Bitcoin. A donné son accord. Mais donc, Omar Sy, pour démarrer, c'est à toi que je dois cette très bonne idée, Nicolas, parce que je te disais, tiens, donc Alchimie est évidemment une boîte de tech qui s'intéresse, et tu t'intéresses énormément à tout ce qui se joue autour de notre éventuelle souveraineté numérique. Donc je dis, tiens, on va discuter. En fait, c'est un point de vue qui m'a beaucoup intéressé. Du patron de Orange Cyberdéfense, c'est ça. J'ai oublié son nom, Jérôme Foulon, c'est ça, le patron d'Orange Cyberdéfense, qui est venu débattre avec nous l'année dernière, très intéressant, et qui en gros dit, ce qui est un point de vue qui est notamment un point de vue défendu par Guy Mamoumani, le patron de Groupe Open, par je vais retrouver son nom, par des entrepreneurs de la tech et du net, qui est de dire, écoutez, ils ont pris une telle avance, Google, surtout Google en fait, Microsoft, voilà, en termes de cloud, etc., que ça ne sert à rien de courir derrière, il faut construire les briques qui sont au-dessus. Éric Carrel, voilà, c'est Éric Carrel que je cherchais, le patron de WeThings, qui est quand même un sacré inspirateur en France de tout ce qui se joue là-dessus. Lui, il dit, arrêtez, bâtissez les briques qui sont au-dessus. Et toi, tu nous as dit, oh, mais regarde, Omar Sy, ça t'intéresse, Omar Sy, qui signe avec Netflix. Pourquoi ça t'intéresse ? Moi, je trouve que c'est passionnant. D'abord, c'est l'acteur préféré des Français. Ouais. Et donc, il vient de signer un contrat exclusif de plusieurs années avec Netflix pour être à la fois producteur et puis en même temps acteur. Donc, en fait, ça pose plein de questions. Et puis, c'est génial. C'est un parcours individuel aussi exceptionnel. Donc, on a un homme qui émerge avec le film Intouchable, film préféré des Français, et même s'il était connu un petit peu dans le milieu. Et puis, il fait un carton absolu avec la série Lupin, récemment, qui a été vue par 70 millions de foyers sur Netflix. Donc, qui joue d'un seul coup au niveau planétaire. Ouais. Et donc, probablement que Netflix a fait ses études, a eu sa data, a vu l'engagement que pouvait procurer Omar Sy, et lui propose un contrat sur plusieurs années. Donc, en fait, il quitte le monde francophone, il quitte le monde de la prod francophone pour jouer tout de suite au niveau mondial. Alors, il y avait quelques exemples de Français qui allaient aller aux Oscars, qui revenaient avec leur Oscar et qui avaient réussi leur conquête ou leur couronnement sur le marché américain. Mais là, maintenant, on a quelqu'un qui est parti complètement dans le business. Donc, à titre individuel, c'est absolument merveilleux, parce qu'il aura un parcours dingue. Maintenant, on peut se poser quand même comme question en tant que Français, quid de l'émergence de nos talents ? Parce que c'est un peu comme les matchs de... Je dis, on perd du soft power avec cette histoire. Exactement, c'est un peu comme nos joueurs de foot. En fait, on les forme et puis à un moment donné, ils partent jouer dans les clubs étrangers. Et donc, pour les joueurs de foot, de temps en temps, ils reviennent pour jouer avec l'équipe de France et on peut continuer à faire la fête avec eux. Mais là, on se retrouve avec maintenant potentiellement des acteurs qui vont aller jouer avec les plateformes. Et les plateformes, de toute façon, sont imbattables puisqu'elles ont un effet volume et que la France n'offrira jamais à Omar Sy 70 millions de foyers pour distribuer ses contenus ou faire ses films, etc. Donc d'un point de vue financier, il n'y a pas de match, l'affaire est pliée. Et donc quand Roselyne Bachelot vous dit on va régler le problème, on va donner 1 milliard pour pouvoir soutenir l'écosystème et puis donner envie aux acteurs de rester, aux acteurs, j'entends au théâtre, etc., de rester sur le marché français, on est en train de saupoudrer 1 milliard, mais on est totalement à côté de la plaque. Donc finalement, on a un nouvel angle qui est assez intéressant dans cette nouvelle trait numérique.
Parce qu'aujourd'hui, on parlait de cloud, de cybersécurité, Ouais, etc. ouais. Et là, maintenant, on a des talents, des vrais talents qui sont dans notre soft power, qui vont disparaître. Et Enfin, qui vont aller ailleurs. Ils vont pas qui vont aller, disparaître, voilà, qui vont aller ailleurs, bien évidemment, mais en tous les cas, qui nous font perdre... qui vont plus nous ramener de valeur ajoutée, pour parler en termes économiques. Exactement, Voilà. et qui vont aller la nourrir complètement sur la plateforme de Netflix. Donc je trouve ça intéressant, c'est une étape supplémentaire dans l'évolution de ces plateformes. Super intéressant, juste, et alors j'ai lu ce matin dans les Échos les taux de pénétration. Alors c'est vraiment ça qui est intéressant en fait, hein. C'est pas le nombre d'abonnés, c'est vraiment le taux de pénétration des différentes plateformes sur le marché. Donc Salto, là, celle de TF1, France 2, M6, etc., donc est à 2,8%, enfin en dessous des 3%, et Netflix c'est 38% quand même le taux de pénétration. Donc ça fait mal, quoi. C'est fort. Je peux dire quelque chose? Bah, et t'es là pour ça, mon vieux, figure-toi. C'était pas, Parce que regarder la télé, en fait, t'as pas besoin de venir. Non, justement, mais alors justement, c'était un sujet qui était marrant parce qu'en fait, c'était pas un sujet qui était prévu et moi. Ouais, c'est Nicolas qui en a eu l'idée. J'ai un très bon copain d'enfance, moi, qui est réalisateur, acteur, qui fait du cinéma et qui marche très bien. Je peux vous dire que depuis quelques jours, le bruit était arrivé, que ça se passait. Tous ces jeunes, jeunes, ils ont 40 ans comme moi, mais tous ces mecs qui ont démarré de rien, comme Omar Sy, qui ont fait des sketchs sur l'école Canal+, que tout ce monde-là vient de l'école Canal+, qui ont monté des films, qui ont galéré pendant des années, qui finalement rentrent 2, 3, 4 millions de spectateurs dans leurs films et qui commencent à bien gagner leur vie et surtout à pouvoir faire les projets qu'ils ont envie de porter. Cet exemple-là est un excellent exemple parce qu'en fait, ça fait des années qu'ils en parlent. Il ne faut pas oublier de qui on parle. On parle de celui qui était l'acteur préféré des Français. Il l'a dit. Qui faisait déjà et qui avait déjà espéré faire une seconde carrière, on va dire ça comme ça, de plus grande ampleur, en allant s'installer sur place à Los Angeles aussi, pour pouvoir participer à des tout petits niveaux, à des blockbusters américains. Ce que je dis juste, c'est que moi, ça m'a jamais posé de problème quand Universal est devenu français il y a 20 ans. On faisait l'inverse, les Américains non plus. L'idée, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se rendre à l'évidence? Et c'est là où je ne partage pas, mais comme toujours, Stéphane, je suis un optimiste, moi. Est-ce que la France ne devient pas, justement, par son savoir-faire artistique, le laboratoire pour que des mecs comme Omar Sy, qui peut-être n'écloreraient pas aux États-Unis, parce qu'ils sont tellement nombreux, des Omar Sy aux États-Unis, auraient la chance potentielle, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'axe, c'est pas en mettant 1 milliard, c'est en continuant à avoir des productions intelligentes, c'est en continuant à avoir une participation au cinéma français, pour faire écouter ces mecs-là, s'ils vont aux États-Unis après, tant mieux, ça donnera envie à tous les jeunes aujourd'hui de devenir Omar Sy. Voyons ça plutôt. Je ne rentrerai pas dans le sujet précis, il y a des choses très intéressantes, mais juste moi, ce qui m'intéresse, en fait, tous ces sujets-là sur les... Mais on peut aller derrière sur le sujet... Il n'y a pas de Netflix européen, en fait. Le sujet, c'est qu'il n'y a pas de Netflix français, il n'y a pas de Netflix européen, et puis il n'y a pas de Google... Si, il y a un Netflix français, c'est Salto. Non, voilà. il n'y a rien qui soit comparable en termes d'ampleur. Il y a aussi un Google français, mais bon, voilà. Encore moins, je crois qu'il n'a même pas 2% de part de marché. Je crois qu'ils sont même pas à ça. Mais enfin bon, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas ces plateformes-là, ni en France, ni en Europe en général. Il n'y a pas les GAFAM en Europe. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est l'échec un peu de l'Europe, de la construction européenne, qui n'a pas fait un marché unique des biens et des services. Ça n'existe pas, en fait. On reste 27 marchés fragmentés. Oui. Quand on regarde, moi, des petits marchés comme des épargnes ou des choses comme ça a des marchés fragmentés. Il n'y a pas un acteur qui peut arriver en disant, comme aux États-Unis, je suis une start-up et je me lance sur un marché de 350 millions de personnes tout de suite. On a l'agrément des Canadiens. Et tu sais, on n'a pas ça. Et ça, c'est une vraie faiblesse. Et c'est une faiblesse qui est pour moi en fait un peu un des échecs de cette construction européenne depuis les années 50, c'est qu'en fait on est resté un peu au milieu du gué. Et donc, par moments, je suis très tenté, moi, par le fédéralisme. Je trouve que ça aurait beaucoup d'attrait et d'atouts. Simplement, on reste complètement de ça. Et donc, on reste avec des choses très fragmentées et une construction qui apparaît comme une construction assez technocratique et pas formidable, pas utile, pas politique. Augustin Paluel-Marmont, donc les biscuits Michel et Augustin, est parti aux États-Unis, où ils se sont plantés d'ailleurs, mais peu importe, c'est le choix d'aller aux États-Unis, ça devait être il y a 5 ans. Je dis, mais pourquoi tu vas aux États-Unis? Il me dit, mais attends mon pote, si je vais en Espagne, je refais tout le packaging, toutes les normes d'information consommateur, etc. Pour 40 millions de personnes. Ouais. Si je vais en Allemagne, pareil, etc. Là, je fais pour 350 millions de personnes. Voilà, c'était l'exemple même. Les biscuits Michel et Augustin français ne pouvaient pas s'exporter aussi simplement que ça dans toute l'Europe. Prise électrique des voitures électriques. Prise électrique, exactement. Aujourd'hui, les banques, JP Morgan vaut quasiment autant que les 20 premières banques européennes en capitalisation. Cumulé, tu veux dire? Oui, c'est ça, cumulé. C'est très juste. C'est pas que le marché, c'est qu'aussi aux États-Unis, attention, quand on voit le bois aussi,
aussi, t'es pas le seul, hein, parce que Netflix, ils ont mis beaucoup d'années, ils ont changé Oui. 4 fois de modèle, Oui. et ils avaient plein de concurrents qui ont disparu. Mais c'est Oui, la flexibilité aussi, la puissance de tous les la services taille du à marché côté. intérieur et C'est pas que la te demande, donne une hein, c'est- rentabilité globale à ton modèle, à ta puissance, qui te permet de construire des géants. Ouais. Après, il y a tout un écosystème qui va avec. Mais en tout cas, c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est l'Europe réussit pas pour l'instant. T'as raison. Très juste. Nicolas? C'est l'aventure d'Alchemy. Alchemy, en début d'année, on a racheté les actifs de TV4 Entertainment aux États-Unis. Parce qu'en fait, pour opérer Alchemy en France ou aux États-Unis, grosso modo, les coûts fixes, c'est les mêmes. Ouais. Sauf que dans un cas, il y a un marché qui est de 100 et puis dans l'autre cas, 3000. Donc en fait, tu fais comme Omar Sy, quoi. Donc on s'aventure là. À l'arrivée, tu fais exactement la même chose. Voilà, mais pour rejoindre notre débat, je trouve que la France est une ancienne grande puissance, donc pense encore en tant que puissance. Mais en fait, historiquement en Europe, vous prenez les Pays-Bas ou les Suisses qui ont des tout petits marchés et qui ont dû tout de suite se spécialiser et devenir des kings sur leur segment, et puis qui arrivent à performer très très bien au niveau mondial. Et en fait, là en France, on n'a pas encore pivoté parce qu'en réalité, on n'est plus une grande puissance, on n'a plus de grands marchés, on ne peut plus naviguer tout seul. Mais en revanche, il faut choisir ses domaines de spécialité pour rester hyper compétitif. Ce que dit le patron donc dans cet article des Échos, ça y est, je m'en souviens maintenant, il dit en fait De Gaulle en 58 quand il crée Framatome, et j'avais oublié ça. Framatome, le AM, c'est l'Amérique, parce qu'en fait, il s'appuie sur les brevets de Westinghouse pour lancer le programme nucléaire français. Et en gros, il dit il faut faire la même chose aujourd'hui. Voilà, faut pas les combattre, faut s'appuyer sur eux. Monter sur le porte-bagages. Voilà, monter sur le porte-bagages, s'appuyer sur la force de leur cloud pour construire les briques dont on peut avoir besoin et redevenir compétitif avec ces briques-là. Tu es d'accord avec ça, complètement. Nicolas? En tous les cas, refaire du bulle, c'est Voilà, c'est ça. de la plaque. D'où Thales Google, quoi. Voilà, d'où l'alliance Thales Google. Alors OVH, c'est différent, mais Il arrive, mais il y en a quand même qui arrivent. Et il y a quand même sur certains secteurs qui ont trouvé quand même une place pour aller. c'est vrai. Bah ouais, Criteo aussi avait réussi quand même un truc pas mal. Oui, mais c'est des superbes réussites formidables dans les deux cas. Hein, formidables réussites d'entrepreneurs français, Criteo beaucoup avec les États-Unis. Ah ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que tu restes sur des tailles qui sont Ouais, c'est vrai. par rapport à Azure de Microsoft ou à AWS, OVH c'est un tout petit acteur sur le cloud. Mais je reviens sur Criteo parce que... En fait, c'est à la taille de la France. Stéphane, je reviens sur Criteo parce que Criteo, c'est très intéressant. Criteo, c'est l'exemple même justement de ce qu'on décrit. C'est-à-dire, tu t'appuies sur les navigateurs existants pour analyser leurs cookies et en faire quelque chose de plus efficace et avoir là-dessus une expertise mondiale. Et arrive ce qui arrive, c'est que le jour, tu t'appuies quand même sur eux. Et le jour où ils ont envie d'enlever l'échelle, ils enlèvent l'échelle. Ouais, ce qui s'est passé pour Criteo. Ah oui, Voilà. c'est propre un peu à tout. D'où la fragilité. T'as raison. Good. Retour en France. Pouvoir d'achat, impossible débat. Jean-Charles, on sort toujours perdant d'un débat comme ça, j'ai l'impression. Alors j'avais des petites phrases. Non, j'avais pas des petites phrases. En gros, mais le personnel politique à chaque fois court derrière un sujet qui est insaisissable. Oui, parce que la statistique sur le dessus, la statistique objective, va jamais rencontrer le ressenti. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, c'est par nature, c'est-à-dire que comme la statistique, elle essaie de donner une image globale, évidemment, elle répond à aucune situation particulière. Donc chacun a son sujet qui est différent de la moyenne, évidemment, et c'est ceux qui ont évidemment les plus gros problèmes parce que dans leur situation personnelle, ils ont eu une hausse de loyer ou des choses qui font qu'ils consomment beaucoup d'un produit qui est devenu plus cher, etc., qui sont les plus vocaux et qu'on entend forcément. Et en plus, il y a un biais cognitif très clair, c'est qu'on ne se rend pas compte des produits qui baissent en prix ou des produits qui gardent le même prix mais dont la qualité ou la richesse s'améliore. Et donc ça, c'est dans l'inflation. Et donc évidemment, on perçoit assez mal ce qui devient une commodité en fait. Je ne sais pas si les gens réalisaient par exemple combien ils payaient pour une télé de grande qualité il y a 10 ans. Et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Incroyable. Mais ça, les gens le passent en perte et profit en fait. Et donc, ils vont s'intéresser à un produit qui représente que dalle en fait dans leur panier, mais qui a effectivement beaucoup augmenté pour une raison conjoncturelle. Et en fait, on sera toujours un peu dans cette difficulté à retracer. Mais c'est terrible parce que... c'est terrible, pardon. C'est dommage pour Emmanuel Macron. C'est ballot, on a presque à dire, parce que ça va être l'un des trucs de son bilan. C'est-à-dire, alors je ne sais pas si tu valides, si Station valide les chiffres de Bercy. Donc les chiffres de Bercy, c'est pendant ce quinquennat, le pouvoir d'achat a cru, le pouvoir d'achat des Français, 2 fois plus vite que pendant les 2 quinquennats précédents. Oui, parce qu'il y a eu un paquet de mesures fiscales. Tout à fait. D'abord, c'est un quinquennat dans lequel il y a
pas vraiment de hausse d'impôts. Hein. C'est un quinquennat. Même des baisses d'impôts, on peut le dire. Oui, non, mais Taxe d'habitation. Il y a eu toutes les baisses qu'on connaît, mais par ailleurs, il n'y a pas eu de hausse. Ouais. Contrairement au quinquennat précédent, aux deux qui ont dû pratiquer des hausses dans les moments, qui en tout cas ont considéré que c'était ce qu'il fallait faire et qui ont dû le regretter après. Celui-là, il y en a. Non seulement ils en ont pas fait à aucun moment, et en plus ils ont fait des baisses assez significatives. Alors les gens diront, referont l'histoire en disant ouais c'est grâce aux gilets jaunes, etc. À la limite, peu importe. De fait, elles sont sur la table. Il y a vraiment des baisses significatives. Et oui, il y a eu une hausse de pouvoir d'achat significative. Oui, aussi. cet effort a été en plus accompagné par tout l'accompagnement de crise, qui fait que le pouvoir d'achat, grâce notamment au chômage partiel et aux mesures fonds de solidarité pour les indépendants, il y a effectivement eu sur cette année 2020, où il y a une récession considérable, jamais connue dans notre histoire économique contemporaine, il y a eu une compensation quasi intégrale. C'est en fait le pouvoir d'achat globalement n'a pas diminué. Absolument. Après, effectivement, si on regarde plus finement, on va voir les chiffres dans début novembre sur qu'est-ce qui s'est passé en 2020 en matière notamment de taux de pauvreté. C'est possible que ce soit un peu moins bon parce qu'il y a eu quand même des gens qui se sont retrouvés à perdre leur emploi en 2020, qui depuis l'ont peut-être retrouvé, mais sur l'année 2020 proprement dit, ce sera peut-être une statistique un peu moins bonne qu'elle l'était sur 2019. C'est-à-dire qu'avant la crise, effectivement, non seulement ça allait bien, mais en plus même le taux de pauvreté se réduisait. C'est-à-dire que la mesure des inégalités dans le bas de la distribution, si je puis dire, se réduisait petit à petit. Et ça, c'était quelque chose qui, a priori, aurait dû être porté au crédit d'un président qui était taxé d'être un président des riches. Bon, Nicolas. En fait, quand on met des chiffres en face de ça, c'est le ressenti, c'est vrai que c'est 3,5% d'augmentation du pouvoir d'achat. Donc en net, l'inflation, ça doit être 1,5% en fonction de ce qu'on compte dans l'inflation. Mais la réalité, c'est que dans un panier moyen, l'énergie, c'est 7%. Donc quand ça bouge un peu, et chez les plus pauvres, c'est beaucoup plus. L'alimentaire, c'est 17%, et chez les plus pauvres, c'est 30%. Donc du coup, le ressenti est différent, puisque quand ça va bouger de 10%, ça fait tout de suite 1, 2, 3% sur un revenu net moyen par mois qui se fait à l'euro près, et donc tout de suite, effectivement, ça couine. Et donc, oui, sauf que dans l'autre sens, tu t'en rends pas compte, c'est ce que disait Jean-Charles. C'est pour ça que tu es toujours perdant en fait, de ce truc-là. Ouais, mais en fait, quand on achète une télé, c'est, on va dire, on s'autorise le mot, plutôt l'investissement. On le fait sur plusieurs années, donc on ne va pas forcément faire tout son calcul. Mais quand on fait l'énergie, c'est tous les mois, c'est toutes les semaines. Quand on va faire son marché, c'est tous les jours, il y a beaucoup de produits tes forfaits téléphoniques ou des choses comme ça, il y a beaucoup de produits qui ont évolué de manière positive, par exemple. Oui, mais je pense qu'en ce moment, ce qu'on est en train de vivre, c'est juste en fait le début. On a eu la phase du Covid avec l'abondance d'argent facile qui a complètement caché tous les effets pervers de la difficulté de cette crise. La marée est en train de baisser. Et là, quand on se retrouve maintenant avec du baril, le plein à 2 € le litre, quand on va avoir maintenant aussi les effets de l'inflation sur toutes les matières premières et donc sur l'alimentaire, c'est ça qu'on est en train d'anticiper. C'est ça que les uns et les autres sont en train de sentir. Oui. Mais comme ils ont pris 8% de hausse sur 5 ans, en fait, a priori, tu t'en tires encore bien normalement si tu as un ressenti purement objectif de ta situation. Sauf que tu l'as pas. Tu l'as jamais, en fait, ce ressenti. Ce qui est pris est à prix, et ce qui est pris est pris. Ça, c'est sûr. Voilà. Par exemple, la prime d'activité pour les gens qui sont au SMIC et qui ont pas, il n'y a pas de revenus dans le couple plus important, etc. Donc, ils sont éligibles à plein à la prime d'activité. Ces gens-là, ils ont une hausse de leur revenu qui est assez sensible. Ils étaient éligibles souvent à la taxe d'habitation, ils étaient au-dessus des seuils d'exonération, ils n'ont plus de taxe d'habitation. Donc c'est des choses qui sont considérables par rapport même à cotisations chômage qui ont été supprimées aussi. Cotisations chômage qui ont été supprimées, remplacées. Non, mais t'as raison, Nicolas. Et ça, c'est des choses qu'effectivement les gens vont moins apprécier que, en effet, quand ils vont vous passer le litre de 1,50 à 1,80, là, ils le vivent. Oui, et puis après, on a aussi une tranche de la population, celle qui travaille et qui a des petits revenus. Donc, c'est pas celle qui est pauvre, qui est en général assez bien défendue et dont on a, avec des chèques différents et variés, une attention toute particulière le plus possible, même si la situation ne donne pas envie. Mais cette population qui travaille, qui essaye d'avoir des revenus et qui est du coup hypersensible à toutes ces inflations et qui a accès à assez peu d'aide, c'est celle qu'on va retrouver avec des gilets jaunes, c'est celle qu'on va se retrouver dans des mouvements politiques un peu plus extrêmes parce qui veut un peu renforcer la table. Et donc je pense que la fin du quinquennat va être sensible sur cette. Mais attends, c'est parce que c'est presque un autre sujet. Ça, vas-y. Plus aidé quasiment. Comment ? C'est celle qui a été quasiment le plus aidée.
parce que c'est prime d'activité. Ça va jusqu'à fin de 1800 mariage. € la prime d'activité. Mais en dessous, pas sur Non, 1800 € la prime Non, non, d'activité. Et c'est sur justement les salariés au SMIC. Ça, c'est pas des gens qui sont en dessous. Stéphane, Pas des gens au minimum sociaux. Là aussi, tout ce que vous expliquez, c'est finalement assez technique. Et c'est ce que tu disais, les gens n'ont pas cette perception. Je cherche depuis tout à l'heure, mais je vais peut-être le retrouver d'ici la fin de l'émission. Il y a 2 ans, il y a eu une étude qui a été faite, qui a été beaucoup utilisée, que moi j'ai vu passer pas mal par les fonds d'investissement qui travaillaient sur toute l'économie de l'abonnement, qui a explosé ces Absolument, dernières années, ouais, dont tout on à fait. parlait Oui. par rapport à Netflix. Pour ça, j'ai pensé à ça. Ça fait un peu cynique. Ils expliquaient qu'entre 3 et 7% des budgets des ménages, selon évidemment les moyens de chacun, ça représente beaucoup plus quand on a des revenus beaucoup moins élevés, avaient énormément évolué sur les 10 dernières années, comme jamais c'était arrivé dans les 50 dernières années, alors qu'on avait connu le grille-pain, le frigidaire, etc., qui avait soi-disant dans les années 50 et 60. Donc il y a aussi cette donnée qui est intéressante dans la perception dont parlait à fait. Jean-Charles. C'est qu'en fait, l'argent a changé. tes Il y a capacités un truc qui d'arbitrage bouge pas, au jour le jour se sont réduites. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, les gens se disent ah, j'écoutais ce week-end. Et quelqu'un dit ouais, je suis obligé de faire un plein de plus par mois et ça représente 15 € ou 30 € de budget en plus. Et on va te dire bah oui, il y a 10 ans, tu n'avais pas Netflix, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela en fait. Donc ces sommes-là, quand on les cumule, représentent entre 3 et 7%. Et là aussi, personne n'en est conscient. Parce que 7%, même sur 2000 € de revenus, ça commence à envoyer très fort. Bon, Et donc, mais c'est est-ce important d'avoir cette que notion. oui, mais le sujet c'est forcément perdant. Comment il fait pour le dire Forcément perdant pour un gouvernement. En fait, je veux dire, tu peux pas arriver avec comme Oui, de dire top line. Pardon, j'emploie des termes de comptable, mais voilà, au sommet de ton chiffre d'affaires, là, dire j'ai défendu le pouvoir d'achat, c'est injouable. T'es forcément battu avec ça, non? C'est difficile. c'est difficile. Pour reprendre ce que disait Stéphane, par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, une famille même qui est modeste, par exemple avec 2 enfants, on va dire en âge plutôt adolescent, va se retrouver avec 3-4 forfaits téléphoniques dans la famille. Ça fait un budget contraint, mais de fait, c'est pas de la perte de pouvoir d'achat. Au contraire, ils ont quelque chose en face qu'ils n'avaient pas avant. Mais c'est vrai qu'ils ont l'impression que leur marge de manœuvre peut-être a diminué. Et en plus Sur des les- forfaits sur les pôles qui n'ont pas téléphoniques, bougé depuis 30 effectivement, ans. il va y avoir un abonnement Spotify Ouais, Famille, ouais. un abonnement. Et alors, attends, Jean-Charles, parce que j'ai une question à l'économiste. C'est très bien, Attends. d'ailleurs, c'est pour que les gens profitent de la vie. Ça. Oui, c'est du bien-être en Courte plus. réponse, mais question à l'économiste, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Donc, par quoi on compense? Est-ce qu'on a un problème sur l'énergie, comme le disait Nicolas? On fait des chèques énergie? Ouais. Ou est-ce que, comme je l'ai lu, très bon papier dans Libération, arrêtez de prendre les pauvres pour des imbéciles, on fait des chèques tout court et les gars arbitrent et justement vont aller faire ce qu'on veut pour la planète, le climat, machin, c'est-à-dire des économies sur l'énergie pour récupérer le pognon pour l'utiliser autrement? Oui, on peut enfin, C'est un bon débat, je trouve, c'est très intéressant. on peut faire une mesure complémentaire, on va dire, hausse de biens de consommation courante, ce que vous disiez, hein, et alimentation, énergie, et chose très sensible. Alimentation, on verra. Attends, Voilà, alimentation. Oui, alimentation, on va voir. c'est moins complexe non, que ça, non, parce qu'à côté de ça, là aussi... T'as la grande avec- distribution qui sert le kiki des- quand même. Hein. Avec des réseaux et des nouveaux réseaux de hard discounters, ou, par Ouais, exemple, tout à fait. les gens ont regagné du pouvoir d'achat aussi sur un certain nombre de biens. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on pourrait imaginer une mesure, on va dire, voilà, compensation inflation, totalement un peu la discussion de l'allocation de rentrée scolaire. Voilà. Arrêtez d'embêter les gens. Vous considérez qu'il y a un problème à un moment donné de pouvoir d'achat pour les plus modestes, vous compensez ça directement par un flux financier Indifférencié. à l'américaine crise Covid. Hein, c'est-à-dire je fais des virements sur les comptes bancaires et puis vous en faites ce que vous en voulez. C'est vrai que sur l'énergie, en plus, ce qui est un peu paradoxal dans la période de transition énergétique, c'est que si on flèche ça sur l'énergie, c'est-à-dire qu'en fait, on vient totalement à l'encontre d'une politique qui devrait être un signal prix sur c'est plus cher et ça vous coûte plus cher, donc essayez d'économiser, de rouler moins, de prendre d'autres choses. Donc on est à contre-courant. Donc, t'es plutôt pour le chèque. Du signal. Donc je suis plutôt effectivement pour dire que on peut imaginer qu'il y ait des besoins supplémentaires pour les ménages modestes et qui effectivement sont ceux je disais, il y a une classe qui a été assez aidée par les mesures Macron, qui est le travailleur modeste, le plus modeste. Lui, il a été relativement aidé. Peut-être qu'en dessous, là, pour le coup, c'est moins favorable. C'est-à-dire que la petite retraite, bon, il y a eu une hausse au début du quinquennat assez forte du minimum vieillesse, qui s'appelle l'APSA maintenant, mais sinon, pour un certain nombre de personnes, effectivement, là, qui sont en dehors de l'emploi, soit pour des raisons d'âge ou de situation de difficulté à trouver de l'emploi, peut-être que là, effectivement, ça pourrait être quelque chose.
Un chèque énergie ou chèque indifférencié, Stéphane? Moi, Toi, tu es obligé de dire chèque indifférencié, toi. moi, je suis assez d'accord. C'est le libéral, là. Non, le problème, Stéphane, c'est obligé. que derrière le libéral que je suis va quand même avoir un frein. C'est que je me méfie toujours de et c'est horrible de dire ça, c'est que le système on le voit dans plein de cas, le système n'est pas fait pour tout le monde en fait. Le système comme ça libéral où tu donnes la possibilité et tu espères ce cercle vertueux. Mais ça c'est va être libéraux encore cynique, français, je vais c'est me faire vraiment chier. incroyable là. Non mais c'est important de le dire. On est en France, on n'est pas aux États-Unis, c'est pas si vertueux que ça. Et en fait, ce chèque-là, et moi je suis assez d'accord avec Jean-Charles. Si les gars ils veulent acheter du bitcoin avec, ils achètent du bitcoin avec. Voilà. C'est qu'ils vont aller acheter du livret A, Stéphane. En fait, s'ils achètent du Bitcoin, moi je suis ravi. S'ils achètent des PME, développement durable, ISR, allons-y, fonçons, investissez. Sauf Bon. 7% sur le livret A. Et ça va servir. Libéral sous contrôle alors, Nicolas. On a quand même une analogie avec le chèque de rentrée. Ouais. Donc on voit qui théoriquement est destiné à pouvoir aider les ménages à faible revenu pour pouvoir équiper les enfants en produits scolaires, et dont on voit qu'il va servir potentiellement à plein Non, d'autres on le choses. voit pas. Mais non, mais enfin, c'est là où C'est- c'est vraiment une polémique à la noix parce qu'il n'y a rien qui te permet de le voir. C'était ma conclusion. C'est Blanquer qui te permet des phrases à l'emporte-pièce. C'était ma conclusion, c'est qu'au bout d'un moment, finalement, à la fin, quand on présente le débat comme ça, on se retrouve à se dire bon, on va distribuer de l'argent et il faut commencer à organiser la façon dont ils vont l'utiliser. Donc, même dans le concept de liberté, là, on se trouve avec un vrai bug. Donc, non, puis surtout, comme le disait Jean-Charles, pour l'énergie, tu incites pas, en fait, tu nous incites pas, nous, agents économiques, à accélérer la transition. Ben oui. Bon, on marque une pause. Non, on marque une pause. On se retrouve dans une minute. On repart, les amis. On va rester de toute façon sur un sujet qui est proche, quoi, le sujet donc de Macron en campagne avec le chéquier de l'État. Alors, c'est vrai que je dois ça au journal Le Monde. Liste impressionnante de promesses ces dernières semaines. Alors, 600 millions d'euros pour l'agriculture, 300 millions d'euros par an pour les travailleurs indépendants, 500 millions d'euros par an, Beauvau de la sécurité, 50 millions d'euros pour compenser le Brexit pour les pêcheurs, 40 millions d'euros par an pour les salaires des sages-femmes, 250 millions d'euros par an, revalorisation des fonctionnaires les moins bien payés, 400 millions d'euros, plan d'autonomie des personnes âgées, 15 millions d'euros pour les refuges chiens et chats. Celui-là, il m'a tué. Les refuges. Moi, je suis très sensible à ça. Putain. 15 millions d'euros. Attends, j'ai pas fini. Donc, le milliard et demi pour Marseille. Donc, le chèque énergie, celui qui est parti, 600 millions d'euros. Et puis, il va y en avoir un nouveau, là, puisque je crois qu'ils sont encore en train de réfléchir à ce qu'ils vont faire. Et puis on peut en ajouter plein d'avant parce que restons là sur cette séquence-là sur 2 mois. Le Ségur de la santé, c'est 12 milliards en année pleine. Hein. Ouais, mais donc non, mais c'est habituel ou c'est là il pousse le bouchon un peu loin. Oh non, il va loin quand même. Non, c'est du classique. Franchement, pour le coup, non, Jean-Charles, ça a été fait plein de fois. Ça a été fait plein de fois la dernière année, les derniers 6 mois. Il crame 10 milliards par mois là en promesses. J'ai vu un tweet que j'ai adoré, c'est en ce moment le premier discours, le moindre discours, c'est 500 millions d'euros. Il faut absolument l'inviter à votre mariage. Non mais franchement, il y a beaucoup de choses classiques. J'ai adoré. Et saupoudrer le problème de tout ça. C'est pour ça que je reparlais du Ségur de la santé parce que c'est en montant encore beaucoup plus gros. Mais le problème de tout ça, c'est que ça peut répondre à chaque fois à des vrais problèmes. Même les chiens et chats, parce qu'il y a eu beaucoup d'abandon à cause du Covid. Donc ne sois pas moqueur là-dessus. Mais le vrai problème, c'est que derrière tout ça, il n'y a aucune réforme structurelle. Moi, c'est ça qui m'embête en fait, c'est que dire qu'il y a des personnels... Bah oui, mais il n'a plus le temps, il ne peut pas faire autre chose. Il y a des personnels de la fonction publique qui sont mal rémunérés. Il y a eu le débat sur les profs avec la proposition d'Hidalgo. Le sujet, il est réel. C'est effectivement, les professeurs ne sont pas assez bien payés en France dans l'enseignement public. Mais le problème, c'est que le sujet, il ne peut pas s'aborder juste en redonnant de l'argent. Parce que sinon, c'est infini comme problématique. On va le retrouver tout le temps dans plein d'endroits. Et on n'aura pas changé le secteur public français en se disant, attendez, l'hôpital, comment ça se fait qu'on dépense plus que la moyenne européenne et qu'on ait un problème de qualité, disponibilité, etc. Ça veut dire qu'il y a
on doit mal dépenser. Pareil pour l'enseignement. Comment se fait-il Tous les services publics sont au bout. Tous les services publics sont au bout. Supérieur à la moyenne européenne, largement supérieur au niveau allemand, et que effectivement le prof allemand soit bien mieux payé que le prof français. Le double. Parce que on a Le pas le même double. nombre de- Il est Oui. payé Eh oui, le parce qu'on double. n'a Mais pas quand le j'ai même vu nombre- ces chiffres, on je n'a ne pas le croyais même- pas. On n'a pas les mêmes effectifs. Parce qu'on n'a pas les mêmes double. effectifs. Donc on ne peut pas avoir une réflexion uniquement sur la rémunération par tête ou sur des sujets d'endroits où on manque de moyens, sans avoir une réflexion sur qu'est-ce qui dysfonctionne. Puisque Sur au l'efficacité. global, L'efficacité. Nicolas, sûr. Nicolas, oui, mais Parce qu'au global, on dépense ma plus. question, c'est il crame la caisse ou il fait ce qu'on fait tous les. C'est Valérie Pécresse qui se lâche Ouais. des fois, dis donc, qui a employé ce terme de cramer la Une caisse. expression de 2018 où Wauquiez l'avait utilisé pour Juppé. C'est vrai. Il était maire il avait cramé la caisse de la ville de Bordeaux. De Bordeaux. Ah, j'avais Voilà. oublié. C'est du Donc recyclage. c'est sûr que vous disiez à 6 mois, mais on est à 6 mois. C'est qu'en fait, ça n'a pas commencé Ouais. et l'argent est déjà distribué. Donc, Mais on est déjà ouais. à 6 milliards. Donc, quand ça va commencer à s'intensifier, que les autres vont monter en puissance, là, on va rentrer dans du classique. Bon, ceci dit, on pourrait commencer à se dire s'il n'est pas candidat présumé, puisque d'un point de vue médiatique, on avait considéré certains comme candidats présumés. Là, maintenant, il est clairement présumé. Pourquoi tu avais un doute, Nicolas? Non, mais le CSA, toujours, quand Sarkozy avait commencé, on l'avait considéré comme candidat présumé pour pouvoir commencer à compter ses heures. Là, on compte pas. Ah ouais, mais là, tu vas rentrer dans un truc, c'est qu'il Je- est je président de la rentre dans- République. Ouais, non. Mais J'ai vécu avec ça pendant des années. C'est à se tirer une balle. moi, ce qui me fascine le plus, en fait, c'est la notion d'ordre de grandeur. Quand on était au moment d'Hollande, on parlait du CICE, on était 1 milliard là, 1 milliard là. Donc là, maintenant, ça en est déjà à 6 milliards. Et même le déficit de cette année, on était parti sur un budget de 173 milliards, on va faire 220 milliards. Donc il y a juste 47 milliards de dépenses supplémentaires. Enfin, moi, je suis effaré des chiffres dont on parle. On n'est même plus dans l'épaisseur du trait. On est dans. Ouais. Donc c'est un peu. Alors, Bercy promet de tenir les 5% de déficit public max pour 2022. Voilà, c'est il s'accroche là-dessus. Oui, c'est l'année prochaine. Mais enfin, là, on est quand même un dérapage qui est largement. Oui, mais qui prend en partie. Tu as quand même eu pas mal de chômage partiel. Enfin, tu vois, voilà, ce dérapage-là, Non, mais je il veux faut bien, l'oublier, quoi. Non, mais on est à 173 milliards dans le budget de déficit. Là, c'est 220 milliards. Enfin, on est en train de parler de 220 milliards. C'est les ordres de grandeur dont je parle. C'est même plus c'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à compter ce que. Non, mais je sais plus. Alors, il faudra que je regarde parce que c'est 173, Nicolas. C'était le budget, c'est la déclaration d'Olivier Dussopt, du ministre, qui l'a fait là récemment, et qui a annoncé qu'on serait plutôt sur 220 plutôt que 173. Parce qu'il y a eu troisième, quatrième vague, poursuite de chômage partiel, etc. Je ne sais pas si en dépenses courantes, je crois, le glissement identifié par la Cour des comptes, c'était 6 milliards. Tu vois, le glissement dépenses courantes hors Covid, identifié par la Cour des comptes en septembre, c'était 6 milliards. Oui, voilà. Sur les budgets identifiés, c'était 6 milliards de dépenses. Sachant que c'est très difficile. 40 milliards, c'est quand même beaucoup. Hein. Mais ça fait Même pour l'État français. Hein. Ouais. Non, mais je veux dire, en dérive de dépenses courantes, Ouais, non, même pour l'État français, non. Exceptionnel. C'est si tu doubles le salaire des profs. Mais dans l'exceptionnel, on va revoir sortir aussi pas mal d'aides diverses et variées. Bon, mais alors, il va trop loin ou tu trouves ça assez légitime? Moi, je trouve que en fait, on continue à entretenir la petite musique. On en parlait juste avant avec les notions de chèque. C'est qu'à un moment donné, on n'aborde toujours pas les vrais sujets, qu'il va falloir qu'à un moment donné bosser plus, et il va falloir débrancher la perfusion d'argent facile, et il va falloir se dire appeler un chat un chat. Et pour le moment, on a encore dans cette campagne, on attaque par le mauvais angle, on n'est pas du tout parti pour l'expliquer. Donc, moi, je trouvais que Macron était quand il a été élu, était l'homme qui était prêt à sacrifier pour vraiment réformer, et il était prêt. Il avait dit expressément comme ça, hein, et quitte à ce qu'il ne soit pas réélu. Alors que là, il est en train de faire 180 degrés. Il est en train d'acheter sa réélection, quoi. Alors, enfin vraiment, parce que c'est important. Moi, j'ai 3 lectures. La première lecture, il crame la caisse. Oui, il crame la caisse. Bon. Deuxième lecture. Non, mais c'est impératif, parce qu'en fait, c'est comme ça, c'est mécanique, c'est la 5e République. Ok, deuxième lecture. C'est celui-là. La deuxième lecture, c'est que là, je ne suis pas d'accord avec vous, alors que je vais reprendre normalement la casquette du libéral. C'est pas le moment. Les chiffres, et Jean-Charles le rappelait tout à l'heure, en fait, le mandat d'Emmanuel Macron est très mal mené en ce moment dans les médias et dans l'esprit global de la population française, alors que si tu regardes concrètement par rapport à plein d'autres voisins européens, même d'autres acteurs mondiaux qui ont l'air de repartir sur les chiffres que vous sortez, qui sont hyper macro, que les gens ne comprennent pas. Et en fait, la France, ça va bien, en fait, en fin de compte. Et j'ai l'impression que c'est plutôt un bon choix politique, Stéphane, tu me demandes mon avis, là on parle de politique. C'est un bon choix politique que d'aller dans ce sens-là, de maintenir cette confiance, que 2022, si on veut faire du 6,
4% par-ci, avec 6% de chômage, etc. Il n'y a que la confiance qui fera ça. Nous sommes un peuple qui manque de confiance, Jean-Charles l'a rappelé tout à l'heure, dans la perception Troisième par rapport lecture. à la réalité. Bon, Troisième lecture, objectivement, c'est qu'est-ce que c'est que 6 milliards qui peut nous dire? Oui, alors il y a 6 milliards de... Non, mais 6 milliards c'est de en un mois, décrochage mon pote. hors Covid. C'est en un mois. Non, mais je sais, mais comment Il reste 8 mois. comment 6 fois 8, non, non. 48. On a les Je parlais 50 pas de ça. milliards de Nicolas. Je parlais pas de ça. Je parlais pas du montant qui dépense. D'abord, vu les montants dans lesquels on est rentré depuis 18 mois en déblocage, en endettement, etc., on est passé dans un autre monde. C'est pas Macron. C'est partout. Aux États-Unis, c'est pareil. La moindre dépense quotidienne aux États-Unis est 2,5 fois supérieure à celle que Obama, dont je lis la biographie, qui est très bien d'ailleurs, avait comme budget. Les choses se sont accélérées. Non, ce que je disais, c'est que tu parlais juste du déficit global et on enlève le hors Covid et on dit ben non, finalement c'est pas si grave que ça, si on enlève les dépenses Covid on n'est qu'à -6, donc c'est moins grave. Et comment tu fais pour faire la différence? Comment on peut savoir Tu sais. ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le Covid? Mais non Stéphane, c'est pas vrai. C'est Benoît Cœuré qui s'occupe de ça, qui fait ça. Alors là, pour le coup, c'est le boulot de Jean-Charles d'ailleurs aussi. Oui, essayer de sortir, tu peux quand même. C'est pas un irrespect pour Jean-Charles, c'est qu'il le sait très bien. C'est ce qu'on appelle en économie le contrefactuel. C'est ça qui te manque. Si ça ne s'était pas passé. Je suis un naïf, moi, donc je continue à penser que ouvre la porte, discute dans la rue, tu vas voir la différence entre la réalité que Jean-Charles va te démontrer par A plus B et avec laquelle je vais être 100% d'accord parce qu'elle est immuable et la façon dont on va te le restituer. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas le moment, mais derrière, tous ces chiffres-là sont des chiffres qui sont complètement déconnectés dans un monde qui est complètement déconnecté. Et je finis juste mon propos là-dessus. C'était pas, je le redis à chaque fois parce que je veux pas que les gens pensent que je reçois des tweets sinon après derrière, ça n'était pas mon candidat. Voilà, Emmanuel Macron, c'était pas mon candidat. Ah bah non, toi t'es bordelais. Moi j'étais bordelais, donc j'avais compris. C'était pas mon candidat. Puis même. Et alors attends, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a une continuité territoriale? Est-ce que de Bordeaux au Havre, tu te retrouves dans le candidat putatif de dans 5 ans? De politicien. Actuellement, en termes d'édile de ville, je me sens plus proche du maire du Havre que du maire de Bordeaux actuel. Ça, c'est indéniable. Oui, le bordel qui nous a mis. Mais ça, c'est autre chose. Bon, je voulais juste finir sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, comme Nicolas Sarkozy, ont vécu dans leur mandature, alors qu'ils s'étaient engagés à avoir un président qui, s'il ne serait pas réélu, voulait réformer, etc., avec une vraie volonté. Emmanuel Macron a choisi, alors qu'il vient quand même d'un monde de gauche, qu'il était quand même le bras droit, entre guillemets, ou l'éminence grise d'un président de gauche, a choisi d'être le président des riches. Il n'a jamais fait une réforme fiscale aussi efficace pour la compétitivité française, Jean-Charles, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, que celle-ci sur les 30 dernières années. Le mec se prend le Covid. Donc évidemment, derrière, il éteint que des petits feux depuis 1 an et demi. Avant le Covid, c'était déjà mal barré. C'était mal barré, c'est toujours mal barré. Avant le Covid, t'avais les gilets jaunes quand même. D'accord, mais et cette réforme fiscale, il la paye très cher parce que tu vois bien que dans l'opinion, PFU, enfin flat tax et ISF, ça reste des marqueurs. Ça coûte 1,5 milliard. ISF, oui, mais ça coûte 1,5 milliard net aux finances publiques. C'est-à-dire que dalle. Et pour les gens, c'est vraiment un crime, un crime pour les absolu. Gens, pour 0,5%. Non, pour beaucoup de gens, c'est vu comme quelque chose d'absolument scandaleux en faveur des plus riches. On a fait une politique en faveur des plus riches qui, comptablement, est totalement faux. Un mot. Attends, Jean-Charles, un mot là-dessus. Tu as regardé le rapport de Bien sûr, France Stratégie oui, tout à fait. Sur l'ISF, parce que moi, j'ai reçu un communiqué du METI, là, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, mais communiqué super intéressant, qui va à l'encontre de l'ensemble des titres de presse, autour de cette histoire. Attends, je dis juste, le métier dit, on constate effectivement, que l'ISF pesait très lourdement sur les entreprises familiales, entreprises de taille intermédiaire, notamment celles qui doivent partager, tu me corriges si je me trompe, les parts sociales de l'entreprise entre énormément d'héritiers, tu dois générer du dividende pour payer l'ISF, c'est l'absurdité totale. Et surtout, le métier insiste sur la signature d'une masse très importante de pactes du trade. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça veut dire que, ça y est, les transmissions d'entreprises se mettent à nouveau en route. Rajeunissement très très fort des signataires de ces pactes, et donc ça veut dire que ça y est en fait. Ça va grossir. La réforme est digérée et exactement. Qui embauchent. Exactement. Et les ETI sont en train de prendre la mesure du truc. Pouvoir ne plus rester les managers, ce qui était souvent une politique qui n'était pas très heureuse, de rester les managers effectifs alors qu'il aurait mieux fallu que ce soit quelqu'un d'autre, dont c'était le métier et pas la troisième. Voilà, et ils étaient obligés de le rester pour ne pas être soumis à l'ISF. Pour rester dans ce petit travail.
Et donc ça, c'est positif. Les retours versus les départs, c'est aussi positif. Et c'était ce qui était attendu. Et puis alors, le graphique le plus amusant, je l'avais retweeté. On va le voir d'ailleurs. C'est les dividendes. C'est-à-dire qu'il y a un effondrement l'année 2013 avec l'entrée de la réforme Hollande, c'est-à-dire de taxation barème. Voilà, exactement. Et puis, on voit le retour à l'État ex-ante. Alors, ce qui est malhonnête, c'est quand les gens disent, regardez, y compris, j'ai vu des gens de l'OFCE, vraiment, je trouve, pour le coup, pas faire sur ce truc-là, qui regardent que l'augmentation 2017-2018, alors que le niveau de 2018, c'est juste le niveau de 2012. Bien sûr. C'est simplement qu'on efface l'effet de la réforme. Et donc ça me semble très positif. Et le coût net, c'est ça qui est aussi intéressant, puisqu'il est estimé maintenant précisément de toutes les réformes sur ISF, contribution, prélèvements sociaux, en haut sur une partie des produits et flat tax, l'ensemble ne pèse qu'1,5 milliard dans les finances publiques, donc c'est-à-dire en effet quasiment rien par rapport à l'ampleur des finances publiques françaises et l'ampleur des enjeux qu'on a pu évoquer avant de déficit et autres. Donc on est sur une politique qui n'a pas été du tout une politique riche, mais qui se passe bien. C'est-à-dire que pour un coût très modeste, on a des effets très structurants sur l'attractivité du pays pour la localisation des hauts revenus et des hauts patrimoines. Ce qui est exactement l'objectif. Et surtout pour le dynamisme interne pour les entreprises de taille intermédiaire. Les gens n'ont titré que sur un truc, c'est ah oui, il n'y a pas d'effet sur l'investissement des entreprises concernées. Mais le problème, d'abord, c'est que ça ne se regarde pas en 2 ans. Mais surtout, c'est que... et donc, les gens ont titré le ruissellement prétendu, ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va se passer dans la durée par la rétention, encore une fois, au patrimoine, aux revenus, donc aussi centre de décision, et donc dans l'avenir globalement, aussi de l'investissement. Mais c'est tout un ensemble qui semble plutôt réussir pour, encore une fois, un coût global très modique. Encore juste une précision, je te donne la parole Nicolas, puisqu'on a les grandes lignes du contrat de coalition en Allemagne et que l'ISF allemande faisait partie d'une éventuelle mise en place, donc poussée par les Verts et en partie par les sociaux-démocrates. Finalement, il n'y aura pas l'ISF en Allemagne. Voilà. On restera les seuls au monde à avoir cette mesure ISF. de hausse d'imposition sur les plus riches. Nicolas. Moi, je vous rejoins. Enfin, l'ISF, c'est interprété d'abord à court terme, alors que c'est une mesure de long terme. Puis c'est interprété avec des indicateurs entrée-sortie et combien je collecte à la fin de l'année. Alors que dans les entreprises familiales, on voit que c'est sur des générations que ça se passe. Exactement. Pour des entrepreneurs aussi, alors même s'il y avait des choses qui avaient évolué, mais quand on fait des levées de fonds et puis qu'on se dilue, vaut mieux avoir 5-10% d'un capital d'une société qui veut des milliards que plutôt d'être à 80% d'un petit truc. Donc en fait, c'est toute la dynamique de confiance qui se met en place et qui donne envie de grossir, qui donne envie de transmettre. Et sur les entreprises familiales, comme dit le Métis, on voit le Mittelstand, c'est-à-dire les entreprises de taille intermédiaire qu'on a en Allemagne et qu'on a en Italie et qu'on a pu en France. Le pacte du trade, c'est une merveille. Enfin, c'est enfin la possibilité de garder nos entreprises, et surtout au moment où on parle de souveraineté, de garder nos entreprises en France, entre des gens qui sont pas en train de jouir de leur entreprise, qui l'ont pas vendue, et donc ils vivent de leur revenus, ils peuvent éventuellement vivre de quelques dividendes s'ils en ont versé, mais c'est pas non plus des milliardaires. Donc je pense que c'est toute cette dynamique pro-entreprise, parce que ça produit, parce que ça crée de la richesse, et qui se couple derrière avec un partage des fruits de la richesse, puisque dans ces mêmes entreprises en général, qu'elles soient en levée de fonds comme les nôtres ou des entreprises familiales, qu'on retrouve tous les systèmes d'intéressement pour les collaborateurs. Et donc, en fait, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et ça, malheureusement, regarder 120 personnes parties, 120 personnes revenues en France, ou tant de centaines de millions de collectés, c'est absolument dérisoire. 340 retours contre 280 départs en 2019. Voilà, c'est totalement dérisoire et c'est complètement à côté de la plaque par rapport aux enjeux que ça représente d'un point de vue. Oui, mais c'est déjà pas mal parce que c'est tout à fait. Non, mais c'est bien, ça va dans le bon sens. Des années d'avant. Ce qui est caché derrière aussi, c'est la politique de distribution des dividendes, parce que dans tous ces articles-là, parce que c'est pas les gens, là c'est quand même la presse, et c'est pas n'importe quelle presse quand même, qui pour moi s'est trompée complètement dans l'analyse du texte. C'est pas n'importe lesquels, en plus c'est pas la presse intellectuelle qui est plutôt la presse littéraire. Là on en a même des journalistes économiques qui sont passés un peu à côté. Alors est-ce que c'est de l'idéologie ou pas? J'en sais rien. Derrière tout ça, il y a cette notion... En fait, non mais je dis d'un mot, parce que j'ai été confronté à ça, les journalistes... même économique, n'arrive pas à comprendre ce que c'est qu'un dividende, en fait.
Non, à quoi ça sert? Ils ont un mal fou. Surtout, Oui. À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? À qui ça s'adresse? Non, c'est pas compliqué. Il suffit juste à mon petit niveau, par rapport à mon expérience de conseiller en gestion de patrimoine, qui est quand même donc un tout petit peu occupé de créer des holdings et de faire des opérations de LBO, etc. sur des clients, je peux te donner une bonne demi-douzaine, non, peut-être même 8 moyens différents de voir et de valoriser un dividende. Mais les gens en France pensent dividende, un gros cigare, on est au bord de l'eau et voilà. Bon, je vais t'en donner juste un qui, moi, me rend dingue. Ça fait des années que je hurle sur ça. C'est le taux d'épargne salariale, et Nicolas l'a touché du doigt. C'est faisons plus de Français dividendaires. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de dire il y a 0,001% de la population qui, 310 familles, prennent tant de pourcents des dividendes, ce qui est une réalité. Et les données, on peut les discuter intellectuellement. Est-ce qu'on a besoin d'être multimilliardaire en centaines de milliards? Je ne sais pas, c'est pas la question. Il n'y a pas assez de Français intégrés dans le principe même de toucher de près ou de loin la richesse grâce aux dividendes, qui est donc la réussite commune, et on pourrait enfin rétablir un équilibre entre capital et travail. Mais tu parles de quoi, là, exactement? Il y a 147 milliards aujourd'hui investis sur des plans d'épargne entreprise, ce qu'on appelle l'épargne salariale. Ouais. Il y a 500 milliards sur des livrets. Donc en fait, les Français, c'est-à-dire ceux qui lisent cette presse et qui se disent « Ah, le salaud, patron qui est dividendaire, il ne sait pas qu'il a besoin de dividendes juste pour payer ses impôts, pour maintenir son cercle familial. Il ne sait pas que ça sert les dividendes à ce qu'un cadre d'entreprise qui a passé 20 ans avec un créateur, qui part à la retraite sans héritier, va pouvoir, grâce aux futurs dividendes au travers d'une holding, racheter l'entreprise dans laquelle il travaille déjà depuis 20 ans et lui donner un deuxième souffle et sortir cette entreprise de PME en ETI qui est le plus gros recruteur. Il faut qu'il y ait plus de Français qui comprennent qu'il faut qu'ils deviennent actionnaires. Ils deviennent actionnaires comme ils veulent, en prenant des actions directes sur un livret, sur un compte courant, un compte titre, ou en passant par l'épargne salariale qui est protégée. Pour le coup, le prélèvement forfaitaire unique va tout à fait dans ton sens. C'est très bien, ça. C'est ce que je te dis. C'est pour ça qu'il y a une lecture qui est complètement fausse. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de dire c'est la faute du dividende, parce que c'est ça qui est derrière. L'ISF, on a fait un cadeau aux riches. La flat tax, c'est pour moins imposer la distribution de dividendes. Ça touche tous les revenus, la flat tax, excepté l'immobilier, qui touche donc tous les Français, pour le coup. Et là, c'est là que moi je dis, il y a dans les lectures que tu voulais faire sur la mauvaise compréhension, cette compréhension que Nicolas a touché du doigt. Un mot, pendant que tu es là, Stéphane, puisque c'est ton métier, refonte des labels ISR. Ouais. Donc il y a une réforme en profondeur là qui a été... Ça va piquer. Ça va piquer, ah ouais c'est vrai, ça va piquer. Donc c'est l'ancienne patronne de l'ADEME qui est en charge de ça. Qui va envoyer des premières listes de questions. Tu les as déjà reçues? Enfin, non, moi je les ai pas reçues parce que je ne fais pas de fonds. Ouais, je suis pas gérant. Moi je distribue des fonds ISR. Mais c'est vrai. Il faut avoir un discours, puis je l'ai dit sur plusieurs plateaux. C'est pas le label ISR qu'il faut regarder quand on investit. Il faut regarder les critères ESG. C'est ce qui fait le label ISR. Et aujourd'hui, par exemple, nous on a pas mal regardé ce qui se passait en Asie. Et en fait, quand tu travailles en Asie sur des critères ESG, le label ISR en Asie, il n'existe pas. C'est très compliqué de le contrôler. Mais là, c'est le label français. Oui, mais justement, c'est pour te dire que tu dois revenir à des bases. On ne peut pas donner aux gens, à madame tout le monde que je rencontre moi sur Net Investissement, on ne peut pas lui donner la responsabilité d'aller vérifier sous le capot ce que fait un gérant de chez Rothschild, Carmignac, etc. Donc c'est bien de faire ça. Mais il faut quand même... Je pense qu'on n'aura pas de mauvaise surprise. Ce qui va piquer, c'est qu'ils vont refaire une liste précise qui n'existait pas plus que ça en vrai. Et en fait, on va devoir exclure peut-être plus de données. Mais ça va être extrêmement compliqué et ça va être piquant. Je donne l'exemple de Total. Parce que vous avez tous remarqué qu'à la télévision, en ce moment, Total a changé complètement la couleur de son logo. Et il s'appelle maintenant Total Énergie. Bah oui, vous voyez la pub de Total, c'est des éoliennes. T'as vu le shift qu'ils font Non, donc Stéphane, en fait, donc qu'est-ce qu'on fait avec Total dans un fonds? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est les énergies fossiles? Parce que là, il est question de dire peut-être exclure vraiment une bonne fois pour toutes les énergies fossiles du label ISR. On fait quoi avec Total? Parce qu'en fait, ceux qui vont avoir les moyens vraiment de faire ce shift, comme tu dis, ça va être ceux qui aujourd'hui ont les gros. Sur les critères ESG, d'ailleurs, c'est pas binaire oui/non. Ensuite, c'est une échelle. C'est un pourcentage. C'est un pourcentage. Il y a un taux de progression, et puis on peut d'une année en année, on peut progresser, et puis il y en a qui sont plus. Confiance en l'entreprise pour prendre le virage. Exactement. Donc c'est une. Elle vient de l'ADEME, donc elle vient du. Ouais, sachant que, alors, juste, je résume vraiment, mais sachant que tu as deux grandes écoles, effectivement, une école d'exclusion et une école dite best in class. C'est-à-dire tu prends absolument toutes les entreprises, mais tu donnes le label à ceux qui sont les meilleurs. Ce qu'on faisait jusque-là. Ce qu'on faisait jusque-là dans la direction que tu veux donner. Jean-Charles, je te vois sourire là, ça te fait marrer cette histoire. Oui, parce que, pourquoi ça te fait rire? Parce que pour moi tout ça est vraiment Enfin, c'est une mode. C'est une mode et du marketing. Et quel est l'effet, in fine? Moi, c'est ce qui m'intéresse. L'effet, c'est de drainer les investissements. Non, mais bien sûr, mais
C'est une thématique. Je recommande vraiment à tous les gens qui nous écoutent et qui veulent faire des investissements, quand bien même ils sont sensibles aux questions de développement durable ou autre, de ne pas tenir compte du tout des labels et d'investir dans ce qui leur semble le mieux, point barre. Et de ne pas faire du tout attention à tout ça qui est vraiment pour moi, massivement... Enfin, on a le droit d'être citoyen avec son pognon quand même, Jean-Charles. Non, c'est pas que du bullshit. Non, Moi, j'ai une entreprise qui est cotée. J'ai une note Equifinance. Attends, laisse-le finir. Donc, du coup, par exemple, la parité, c'est un vrai sujet. Dans le conseil d'administration, on est à parité. Dans le conseil de direction, on est à parité. De diversité, c'est des critères. C'est pas ISR. Voilà, non, mais c'est des critères. Mais c'est un élan de Pas fond. tous ensemble, pas tous Mon ensemble. problème, so what? Quel intérêt que ton conseil soit paritaire ou pas paritaire? So what, moi, ça m'intéresse. Moi, comme investisseur, je m'en fiche complètement. Mais toi, oui, mais moi, non. Si un investisseur, ça l'intéresse... Mais moi, non, Jean-Charles. Non, mais si un investisseur, ça l'intéresse, il faut qu'il sache que dans beaucoup de cas, ce qu'il va faire est totalement contre-productif par rapport même à son intention et à son objectif. Je donne un exemple, par exemple, sur le désinvestissement des énergies fossiles pour le secteur financier. Un grand sujet du secteur financier, c'est arrêter de financer. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait qu'il y a moins d'acteurs sur le financement de ces énergies fossiles, par exemple des mines de charbon. Du coup, ça devient assez rentable de les financer, plus rentable que s'il y avait eu une concurrence complète. Et du coup, ce sont des hedge funds qui ne sont pas cotés et qui ne sont pas des acteurs qui sont sensibles à de quelconque labellisation, qui vont avoir un taux de rendement bien plus élevé sur le financement des mines de charbon ou d'autres. Très bien, so what, Et donc, en évidemment. fait, Non, mais... la Société Générale dans laquelle vous allez investir parce qu'elle va être bien notée en ESG grâce à sa politique des investissements, en fait, ça n'aura absolument rien changé au financement des énergies fossiles, sauf que c'est plus la Société Générale qui le fera, ce sera des acteurs non cotés qui, eux, auront des taux de rendement bien meilleurs que s'il y avait eu une compétition avec les banques. C'est pour ça que l'exclusion est quelque chose d'extrêmement difficile, parce que les critères ESG, ils ont plus de 100 ans. Et l'idée de l'ESG est née aux États-Unis justement sur des exclusions avec la prohibition, où là l'exclusion est très claire, c'est l'armement, la prostitution et l'alcool. Mais surtout, moi je suis contre la morale dans l'investissement. Je sais d'accord. Je suis 100% contre. Non, mais je comprends. Attends, parce que je vais être clair. Est-ce que les choses sont autorisées ou pas? Attends, Jean-Charles, je comprends que toi tu sois contre. Moi, en l'occurrence, je suis pour, et avec l'argent que j'ai gagné, j'ai envie qu'ils servent à une transition énergétique que je juge très importante. J'ai besoin d'avoir des labels qui soient des labels solides, en lesquels je puisse avoir confiance. C'est très important. Et je ne suis pas tout seul à penser comme ça. Donc, on va drainer des masses de pognon considérables. Il y a une forme de moraline. Mais pas de moraline, enfin, d'efficacité, bon Dieu. C'est déjà 6% de l'épargne française. Pourquoi de moraline? Il y a besoin du charbon aujourd'hui. Et on n'arrive pas, à produire suffisamment. Il y a besoin de gens qui vendent des cigarettes. Parce qu'il y a de la demande. Il y a besoin du charbon. Il y a besoin du charbon. Mais en l'occurrence, il y a besoin aussi de financer massivement les alternatives au charbon. Et pour aller dans ton sens, je trouve beaucoup plus efficace que ce soit Société Générale ou je ne sais quel investisseur qui s'en occupe, plutôt que le gouvernement dans son plan de relance. Voilà. Mais si tu veux l'hydrogène, par exemple, et l'ensemble de ce qu'il faudrait construire sur l'hydrogène, je trouverais beaucoup plus efficace que ce soit le privé et les capitalistes qui s'en occupent, plutôt que... Ils le font aussi. Qu'ils le fassent massivement. Ils le font aussi, mais qui n'est pas des administrateurs indépendants en nombre suffisant, qui n'est pas une parité homme-femme dans leur conseil d'administration comme il le conviendrait, qu'il n'est pas des tas de choses comme ça. Est-ce que ça change le problème de leur efficacité économique? Est-ce que ça touche? Si c'est le cas, fort bien. Et donc à ce moment-là, ça se verra dans la performance. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas besoin de critères, quels qu'ils soient. La performance, elle se verra en matière de valorisation, de profits espérés qui font de la valorisation d'une entreprise. Si c'est quelque chose qui est absolument à proscrire, qu'on l'interdise. Si c'est pas proscrit, qu'on continue à avoir la possibilité d'investir dedans et que ça continue à participer à la richesse économique, ça n'empêchera absolument pas d'investir dans ce qui est rentable et utile pour les technologies de demain, si elles le sont. En tous les cas, quand on est entrepreneur, faire fi de ces critères et imaginer qu'on peut continuer à avancer juste sur l'efficacité en venant avec un conseil d'administration, il n'y a que des mecs, et un conseil de direction, il n'y a que des mecs, même si on est plus efficace, que des femmes, peu importe. T'es sorti du marché. T'es sorti du marché. Ouais. Ou en tous les cas, si tu fais ça, t'es sorti du marché. Faut aller ouvrir une mine de charbon. Quoi, voilà. Il faut passer dans le schéma parallèle. Donc moi, est-ce que c'est bien ou pas bien? Je ne vais même pas rentrer là-dedans.
c'est que moi, c'est des critères qui s'imposent à l'image de la boîte, qui sont même remontés par nos salariés qui aspirent à ce genre de choses. Donc, c'est même des petits épargnants qui, eux aussi, veulent ce genre de choses. Donc, on est obligé de les prendre en compte. Et on pourrait s'amuser à faire des études pour savoir si on peut être que des femmes ou que des hommes plus performants qu'un groupe mixte. Mais la réalité, c'est qu'on va vers ces formes de mixité. Il y a des gens qui vendent de l'alcool, qui sont cotés. Et l'alcool, c'est très mauvais socialement. Ça a des tas d'effets pervers. Le cannabis qui devient un business dans beaucoup d'États américains, c'est un truc qui a des effets sociétaux problématiques. Pourtant, il y a des gens qui sont cotés là-dedans, donc il y a bien des investisseurs, il y a bien des gens qui se trouvent que c'est bien et qui vont regarder pourquoi ils vont investir dedans. Parce qu'ils vont regarder la performance potentielle de Jean-Charles, allez, vas-y Stéphane. Je voulais juste, parce que je vais aller dans le sens de Jean-Charles, parce que moi je suis assez d'accord avec lui sur le fond. Après, derrière. Non, mais si, parce qu'en fait, fondamentalement, il a raison. Les gens il faut être responsable de ce qu'on fait et selon ce qu'on cherche. On ne doit pas se faire montrer du doigt parce qu'en fait, notre choix, c'est ça. Pour aller dans ton sens, en revanche, Stéphane, sur ce que tu disais en tant qu'épargnant, et ça, c'est important, Jean-Charles, vraiment, moi qui rencontre le bout de la chaîne, c'est-à-dire madame Michu. Moi, pas madame Michu, moi, je suis le bout de la chaîne. Non, enfin, toi, tu es un journaliste quand même économique. Oui, mais tu sais, tu n'as pas le temps de t'en occuper. Non, mais sérieusement, tu n'as pas le temps de t'en occuper. Voilà. L'important, c'est de faire attention à ce que dit Jean-Charles, c'est l'aspect marketing. Je ne vais pas viser les banques, mais voilà. Il y a des vrais spécialistes dans la gestion de fonds, je ne vais pas les citer, mais il y a des boîtes de gestion, ils faisaient déjà dans leurs critères l'ISR, dans la logique dont tu parlais, Nicolas, c'est-à-dire la réussite de ton entreprise, elle passe de toute façon par ça. Elle passe par ces nouvelles, le sens que tu donnes à ta boîte. Ça, c'est impératif. Maintenant, l'obliger, le marketer, Stéphane, c'est important que les gens l'entendent. Et c'est très attention au difficile. marketing. Attends, laisse-le finir. C'est pas parce qu'il y a un label que ça suffit non plus. C'est pour ça que c'est justement, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un label solide. Voilà. L'important, c'est pas perdre les fondamentaux. C'est pas parce que c'est tamponné, c'est pas parce qu'il y a marqué NF que si la viande est violette, faut la manger, quoi. Il y a un moment donné. Non, mais attendez. Alors, oui, mais normalement, si la viande est violette, c'est pas marqué NF. Voilà. Restons quand même responsables de ce Allez, le mot de la fin, Jean-Charles. C'est très difficile d'avoir de l'information complètement fiable sur quelque chose de qualitatif. Moi, je connais des groupes du SBF 120, vraiment, je les connais bien, qui cochent toutes les cases en matière de gouvernance, qui cochent aussi toutes les cases d'ailleurs en matière d'autres éléments ESG, qui ont des magnifiques rapports développement durable, etc. Je sais qu'en matière de gouvernance, pour prendre un sujet précis, ils cochent toutes les cases. Toutes les cases. Eh bien, je peux te dire que ces gens-là sont gouvernés de la manière la plus autocratique qui soit et avec absolument aucun respect des actionnaires minoritaires. Et pour autant, ces gens-là, en note ESG sur la partie G, ils sont très très bien notés. Mais oui, mais ce qui est désespérant à ce moment-là, Jean-Charles, c'est que tu baisses les bras, quoi. C'est-à-dire que on est ici, j'ai fait cette chaîne pour défendre une économie capitaliste libérale qui reste pour moi la plus efficace à partir du moment, la phrase que j'emploie régulièrement, l'argent est aussi idiot que l'eau. Il va suivre la pente favorable. Absolument. Voilà. Donc creusons la pente qui va dans le sens. On suit la pente favorable. Mais c'est ce qu'on fait avec les labels. Mais oui, mais cueillir l'information et la transparence, moi je suis évidemment pour. Pas de problème. Ce que je trouve un peu aberrant, c'est de vouloir absolument faire du jugement à quelque chose de qualitatif. À partir du moment où on autorise une activité, il faut qu'elle ait sa vie aussi, il faut qu'elle puisse avoir ses investisseurs. Mais tu te gourres sur le jugement, c'est-à-dire il y a boîte A, combien est-ce que vous émettez de tonnes de carbone, quel est votre plan pour en émettre 10% de moins à échéance de 1, 2, 5 ans. Voilà, c'est basique, c'est mathématique. Si son business c'est d'émettre de la tonne de carbone, il faut qu'elle essaye de la réduire, même si son business c'est d'émettre de la tonne de carbone. Ce que fait Total. Parce qu'il y a des activités qui ne pourront pas faire autrement. S'ils cochent toutes les cases, mais qui font des armes qui tuent des gens. Alors ils vont tuer propre, ils vont tuer avec un conseil d'administration. Bon les gars, c'est ça que Jean-Charles veut dire. Merci. C'est pas grave, hein. Moi je continue à dire qu'il faut faire demain justement, demain on parle des armes qui tuent les gens. Petit tour du monde. Diplo, donc demain, je l'espère un peu plus calme. À demain les amis.